Merci. Puisqu'on parlait d'éligibilité selon l'âge des patients qui ont besoin d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou, Nicolas Dufeu va nous parler de y a-t-il une limite d'âge pour la chirurgie ambulatoire? Et soyez attentifs, son exposé est brillant. Nicolas Dufeu est anesthésiste était, je crois, à Saint-Antoine. Et le pointeur, c'est ça? Et il va vous expliquer comment on gère un patient avec des pincettes. Okay. Bien, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers confrères. Voilà, je vais essayer de vous présenter face à une question qui est la limite d'âge en chirurgie ambulatoire. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Alors, quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais juste pour qu'on se mette en situation. Bon, c'est comme ça, nous sommes des personnes âgées à partir de 65 ans, donc je crois qu'on est pas mal tous concernés. Et cette population au-delà de 65 ans est en augmentation croissante, multipliée par 3 les dernières 50 années, due à l'espérance de vie, bien sûr, dans nos pays industrialisés. La probabilité d'intervention chirurgicale dans l'année augmente avec l'âge, là vous avez les données de la littérature qui sont en dessous, et la mortalité et la morbidité sont augmentées. L'âge est un facteur indépendant. Plus vous êtes âgé, plus vous avez de risques. Et évidemment, plus vous avez de comorbidité, plus vous avez de risques. Le pourcentage des malades ASA 1, c'est-à-dire la classification de gravité en anesthésie, 1 c'est normal, et 2 c'est 3, et 4 c'est déjà j'ai une maladie ou sévère ou pas sévère, et je prends un traitement où c'est plus ou moins équilibré. Mais le pourcentage de patients au-delà de ASA 2 augmente avec l'âge. Et puis, pour des raisons d'évolution physiologique, il y a une diminution de la capacité fonctionnelle de ces patients, de leur capacité de réserve, de leur tolérance à l'agression et au froid. Et aussi, dû évidemment à des phénomènes physiologiques, des capacités fonctionnelles, notamment au niveau du rein et au niveau du foie, on a des modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Là, juste une courbe pour montrer, ça c'est une évolution prospective de 2001 à 2020-21. Et vous voyez que nous sommes là à la moitié de cette période étudiée. Et on voit que la population jusqu'à 44 ans, à partir de 2011, augmente un petit peu, 10%, pas plus, jusqu'à 2020. Que la population entre des 45 et 64 ans, après avoir augmenté d'une 30% ces 10 dernières années, va stagner. Et vous avez vu, là, depuis le milieu de cette période, une augmentation en flèche de cette population de plus de 65 ans. Là, c'est juste une petite courbe pour montrer que vous avez là la fonctionnalité organique, l'évolution physiologique des patients en fonction de l'âge. Alors vous avez la moyenne, c'est en jaune, vous avez je suis en pleine forme, c'est le yang, juste au-dessus, et en dessous, vous avez je suis quand même physiologiquement fatigué. On voit qu'à 65 ans, ce n'est pas là où on a la vraie différence, que si on croise un petit peu les courbes, on voit qu'à 65 ans, même si on est physiologiquement, entre guillemets, âgé, on a 70% encore de réserve. Par contre, si on pousse le curseur jusqu'à 80 ans, on voit que les capacités de réserve là sont extrêmement faibles. Donc là, il y a des vraies données. Là aussi, une étude relativement ancienne, mais qui montre que l'âge étant considéré comme un facteur indépendant, on voit que 70 ans est comme là où les complications augmentent un petit peu en flèche, avec les arythmies, des arythmies atriales notamment, mais les complications sévères post-opératoires, qu'elles soient cardiaques, c'est ASCO ou non cardiaques, on voit là aussi une augmentation en flèche. L'âge est un facteur indépendant. Maintenant, quelle chirurgie peut-on proposer en ambulatoire chez le sujet âgé? Alors on va prendre l'exemple des États-Unis, et voyez l'évolution de la courbe en rouge de la population générale sur les 20 dernières et prochaines années, et voyez l'augmentation en flèche des types de chirurgie, probablement liées également aux pathologies chez le sujet âgé. Vous voyez, évidemment, la chirurgie ophtalmo est en tête, et puis vous voyez que la chirurgie cardiaque, la chirurgie générale sont là aussi, urologiques, sont des chirurgies en augmentation. On aurait pu croire qu'on a l'âge un petit peu de ces os et que la chirurgie orthopédique pourrait être en augmentation croissante. Et vous voyez que c'est en vert. La chirurgie orthopédique, ce n'est pas celle qui va augmenter le plus en fonction des 20 prochaines années.
Là, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire voilà les top 10, le top 10 des chirurgies ambulatoires prises en charge aux États-Unis. Medicare, c'est la société d'assurance fédérale qui prend en charge les personnes âgées au-delà de 65 ans. C'est entre parenthèses. C'est en milliers de patients. Vous voyez que, bon, bien sûr, il y a la chirurgie ophtalmologique, 342 000 patients. En numéro 2, vous avez la chirurgie inguinale et fémorale. Et puis, vous avez que la vésicule, dont on vient de parler, eh bien, 21 000 actes quand même. Et puis que la chirurgie articulaire, vous voyez, 65 ans, hein, plus de 65 ans, la chirurgie au niveau des joints, thérapeutique procédure joints, on a quand même 19 000 procédures. Maintenant, ça c'est des recommandations, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Maintenant, en France, qu'est-ce que nos sociétés savantes nous recommandent? Et donc, il y a les dernières recommandations datent de 2009. Et à la question posée, quelles sont les spécificités liées à l'âge? Est-ce qu'il y a des spécificités de prise en charge anesthésique liées à l'âge? Bon, d'abord, le grand âge n'est pas une contre-indication. Donc il n'y a pas de limite. On a vu que la limite était physiologique. Il n'y a pas de technique ou d'agent anesthésique spécifique. On va voir que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technique et d'agent anesthésique particulièrement spécifique, mais il faudra faire attention avec ces produits. Et puis, on insiste, les recommandations ont énormément insisté pour dire que l'ambulatoire était recommandé plutôt. L'ambulatoire est recommandé aux âges extrêmes de la vie, chez les petits bien sûr, et chez les plus grands et les plus âgés, parce qu'on sait bien que changer de cadre de vie est un élément extrêmement perturbant. Et on va voir plus loin qu'un certain nombre d'études ont montré que même les confusions post-opératoires, les troubles cognitifs étaient diminués par rapport à une hospitalisation classique quand on prenait en charge une population en ambulatoire. Donc, quels sont les bénéfices et les risques ambulatoires chez le sujet âgé? Sachant que si on a des bénéfices, qui sont les atouts pronostiques positifs, c'est-à-dire l'ambulatoire plutôt fait du bien aux patients âgés si on les prend en charge, eh ben, qu'est-ce qu'il faut quand même, sur quoi on doit quand même réfléchir en permanence quand on a ces atouts pronostiques en main? Comment faire en sorte que ces atouts pronostiques ne disparaissent pas? Parce qu'on n'a pas pris en compte les risques. Alors, les risques, vous pouvez mettre en place toute une prise en charge ambulatoire dans un circuit spécifique. Et puis, finalement, on va voir, vous ne faites pas attention sur l'information, on en a parlé tout à l'heure, sur la préparation du patient, ou si vous faites, pendant la prise en charge, sur le plan anesthésique ou chirurgical, vous déstabilisez votre patient parce que vous l'avez mal évalué, bah finalement, les atouts, vous les perdez. Et finalement, il n'y a pas de bénéfice à prendre un patient en ambulatoire. Alors ça, c'est une plaque qui résume les avantages d'une prise en charge ambulatoire, c'est le sujet âgé. Comme on l'a très bien dit tout à l'heure, le principe de l'ambulatoire, c'est que le patient est au centre de l'organisation, c'est-à-dire qu'il échappe à l'organisation d'un service de chirurgie ou d'anesthésie. C'est-à-dire on ne fait pas venir tous les malades en même temps à 7 h du matin, parce que c'est la vie du service, et on ne fait pas sortir tous les patients à 19 h après la consultation de chirurgie ou d'anesthésie. Donc là, c'est un parcours qui est organisé pour que le patient reste le moins longtemps possible à l'hôpital. Et on voit bien que le moins longtemps possible à l'hôpital pour une personne âgée, c'est un atout. Donc la prise en charge en ambulatoire est une prise en charge préparée en amont et en aval. En ambulatoire, on ne fait pas venir tous les patients à 7 h du matin. On fait venir un patient à 7 h, un deuxième à 7 h, parce que s'il y en a un qui ne vient pas, il faut faire attention. Puis après, on les échelonne au fur et à mesure. C'est bien que bon, et même chose, leur heure de sortie est également programmée. On a vu dans les expériences chirurgicales précédentes qu'on pouvait anticiper un peu sur les heures de sortie. Donc on a une prise en charge qui est préparée en amont aval. Et c'est sur un circuit court et dédié. C'est-à-dire les patients vont rentrer par une porte qui est dédiée, c'est l'unité de chirurgie ambulatoire. Après, est-ce que les blocs sont dédiés ou pas dédiés? Ça dépend des organisations. Et après, les patients reviennent dans l'unité ambulatoire et s'envoient. C'est un circuit court et dédié pour les patients ambulatoires. À partir du moment où ce circuit court est dédié et que les patients restent juste le strict temps utile et nécessaire, donc il va y avoir en permanence, on va s'occuper du patient. Il n'y a pas un moment où on va le laisser tomber. Donc l'attention du patient sera toujours stimulée. On sait que les sujets âgés, il faut les stimuler. Donc il n'y a pas cette sensation d'abandon et d'anxiété chez un patient qui peut attendre, etc. Et on a vu que l'anxiété chez le sujet âgé était un facteur de surmorbidité si on ne faisait pas attention. Donc à partir du moment où c'est un circuit court, un circuit dédié, et que c'est le plus court possible, et qu'on s'occupe en permanence du sujet,
Le personnel qui s'occupe de ces patients est donc réactif puisqu'il les a en permanence sous les yeux tout le long du circuit. Si bien que on a parlé tout à l'heure, alors l'ennemi numéro 1 d'un sujet âgé, il y en a un nombre, c'est l'hypovolémie. On a vu à quel point vous avez fait attention au remplissage, sur la colectomie, sur l'hypoxie, soit vous avez mis 85% de FiO2, on a vu que c'est important de ne pas se laisser malade hypoxique. Ils ont le froid aussi, ils n'ont pas de résistance au froid, vous l'avez cité également. Et la douleur post-opératoire est très importante sur le sujet âgé, on va voir pourquoi. Donc à partir du moment où on est réactif sur un sécours et dédié, qu'on fait attention en permanence au sujet âgé, et que si une complication, une hypovolémie ou une hypothermie apparaît, ou une hypoxie, le personnel va être réactif, d'où diminution des complications opératoires et diminution des troubles du comportement. On va voir qu'en quoi le fait d'avoir un certain nombre d'éléments défavorables qui sont dans une prise en charge d'une hypovolémie ou d'une hypoxie peuvent éventuellement entraîner des troubles du comportement. Et là, rien d'original non plus, une diminution des infections nosocomiales. Donc on a vu, voilà nos bénéfices à tout pronostic. Comment faire en sorte pour garder ce bénéfice? Donc en pré et en post-hospitalier. Donc la première chose qu'il faut éviter, c'est de faire une mauvaise sélection du patient. C'est-à-dire qu'il va tenir compte, bien sûr, de ses problèmes médicaux, mais il va leur tenir compte de ses problèmes neuropsy, et puis également tenir compte donc, de ses antécédents, éventuellement neurologiques ou confusionnels ou cognitifs, et en même temps tenir compte, on va voir à quel point c'est important, de l'environnement, comment ce sujet âgé est-il entouré. D'autre part, si vous ne faites pas en sorte que le patient faites pas en sorte que le patient respecte les consignes pré- et post-opératoires, vous allez vous retrouver en situation d'échec. L'information n'est pas passée. Or, quand vous avez un sujet âgé qui est désorienté, qui ne comprend pas très bien, qui n'entend pas forcément très bien, qui ne voit pas très bien, il va se retrouver avec toutes les informations en consultation de chirurgie, toutes les informations en consultation d'anesthésie. Plus, il faut aller aux admissions, puis après, il faut aller chercher le papier, etc. Si cette personne n'est pas accompagnée correctement, vous n'avez pas pris en compte de ça, l'ambulatoire va forcément être un échec puisque le patient ne pourra pas respecter ce qu'on lui a dit de faire, tout simplement parce que ou il ne l'a pas compris, ou il ne l'a pas intégré, ou il n'était pas en mesure de l'intégrer. Donc la prévention de ces deux facteurs qui peuvent éventuellement faire perdre les bénéfices de l'ambulatoire sont une consultation de chirurgie d'anesthésie bien organisée, et comme l'a dit Jean-Pierre Triboulet, le bon patient pour le bon acte sur une structure adaptée. Donc le bon patient, ça veut dire qu'on a bien sélectionné le patient. Deuxièmement, le bon acte. Et ça, c'est fondamental. Vous ne mettez pas en ambulatoire une chirurgie que vous n'avez pas maîtrisée en hospitalisation classique. L'ambulatoire, ce n'est pas une aventure. L'ambulatoire, c'est comme l'a très bien dit mon collègue tout à l'heure, il en avait assez de voir les patients à la cafétéria le soir, en disant mais pourquoi ils sont là, ils pourraient bien sortir. Mais ça veut dire que la chirurgie était maîtrisée en conventionnel. On ne se lance pas dans des aventures, tiens, si je faisais en ambulatoire une chirurgie de l'épaule, j'ai vu ça dans les littératures, hop, on y va. Vous mettez en ambulatoire qu'une chirurgie qui a été maîtrisée. Et d'autre part, il faut une structure adaptée, c'est-à-dire une structure ambulatoire, c'est-à-dire un circuit court et dédié. Il ne faut pas faire de l'ambulatoire si vous n'avez pas une organisation en type d'ambulatoire, parce que l'organisation d'ambulatoire, elle est centrée sur le patient. Et puis en consultation d'anesthésie, il va falloir bien évaluer ces patients qui peuvent présenter des troubles cognitifs qui peuvent être détectés en consultation d'anesthésie par des mini-mental tests ou des tests de l'horloge. Et puis anticiper sur si ce malade, en fonction de ses antécédents, fait une complication, est-ce que je risque d'avoir des problèmes de confusion post-opératoire, comment je peux les détecter. Donc tout ça est basé sur, on l'a vu tout à l'heure, sur l'organisation et l'information du patient. Si vous n'êtes pas organisé et le patient n'est pas informé, vous ne faites pas d'ambulatoire. Donc importance d'avoir l'entourage, et ça j'insiste beaucoup, qui soit adapté, qui comprenne ce qui se passe, qui soit informé, qui soit réactif avant l'intervention, s'il se passe quelque chose, après l'intervention, et puis l'appel J+1, ça puisse répondre éventuellement pour dire ça s'est bien passé. Donc le rôle fondamental de l'accompagnant, notamment, ce serait bien que ce soit la même personne qui la connaisse soit à son domicile, soit en institution. Donc deux dernières plaques pour dire que on a vu la gestion des risques en pré-hospitalier et là la gestion en risque en intra-hospitalier, c'est-à-dire si vous avez bien évalué votre patient, si vous l'avez bien sélectionné, si l'information était bien donnée, qu'est-ce qui peut se passer, quels sont où est le degré de vulnérabilité de ces patients
Comment, éventuellement, si vous ne faites pas attention, vous pouvez transformer une hospitalisation qui devait être ambulatoire en finalement une hospitalisation classique parce qu'il y a eu des complications. Donc la vulnérabilité, on l'a bien insisté tout à l'heure et je réinsiste, c'est l'hypovolémie, l'hypoxie, l'hypothermie et la douleur post-opératoire mal évaluée. Une douleur post-opératoire mal évaluée, c'est un sujet âgé, comme je le montre sur la plaque, c'est une source de confusion post-opératoire. Donc si on ne tient pas compte de cette vulnérabilité et qu'on ne l'anticipe pas, mais on a vu que le personnel était réactif puisque c'était un circuit court et dédié, on va vers des complications cardio-pulmonaires et des complications neuropsy, dont la confusion respiratoire ou la dysfonction cognitive post-opératoire. La prévention, donc une anesthésie chirurgie bien conduite, des produits bien dosés, bien titrés, action courte avec un minimum d'effets secondaires et bien évaluer la douleur post-opératoire et bien stimuler le patient. Donc juste pour dire qu'il y a des études qui ont été menées et que ce n'est pas juste une affirmation gratuite, il y a 2 études qui ont été faites qui sont quand même assez anciennes maintenant, donc comme quoi le problème a déjà été un petit peu réfléchi et anticipé. En 98 dans le Lancet et puis après en 2002, des études internationales de surveillance de troubles cognitifs post-opératoires. Ces 2 études déduisent que versus une hospitalisation classique, le fait de prendre en charge un malade en ambulatoire fait en sorte qu'on a moins de troubles cognitifs au-delà du 7e jour. Juste avant la conclusion, l'importance de l'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire que l'anesthésie, c'est des produits qui font dormir et un certain nombre de produits analgésiques comme les morphiniques, comme éventuellement le néphopane, comme le tramadol, peuvent donner des effets secondaires chez les sujets âgés. Donc si la douleur est mal contrôlée, si on donne des traitements qui eux-mêmes ont des effets secondaires, on risque là aussi de se retrouver dans une situation difficile à la sortie du patient. Donc si on peut utiliser des techniques d'anesthésie loco-régionale en mettant des anesthésiques locaux le plus possible, on diminue l'utilisation d'effets d'antalgiques efficaces mais à effet secondaire. Donc en conclusion, l'ambulatoire peut améliorer le pronostic du sujet âgé car c'est un circuit court et dédié, parce que ce circuit court et dédié permet une attention continue, réactive et stimulante, ceci permettant une diminution des complications et des troubles du comportement post-opératoire, c'est avéré. Seulement si vous avez fait une bonne sélection de vos patients, si vous êtes organisé pour que le patient ait bien vous êtes assuré pour qu'il y ait une garantie du respect des consignes, que la prise en charge périopératoire soit une prise en charge bien conduite, on a vu sur tous les différents tendons d'Achille, que la sortie soit bien évaluée. Et je crois que là, il y a un message très important, c'est le rôle de l'accompagnant, c'est les sujets âgés. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas bénéficier les patients dans l'ambulatoire, parce que ou ils ne voient pas, ou ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas bien. Le fait de mettre un accompagnant réactif et qui comprenne ce qui se passe, je crois que c'est la clé du succès de la prise en charge du sujet âgé en ambulatoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer la parole à Marc Bossier, qui est aussi anesthésiste, chef de service à Saint-Antoine, qui va faire un commentaire, intervention. Bonjour, Monsieur le Président, chers confrères. Merci d'abord de cette invitation dans ce lieu prestigieux. Vous avez bien compris qu'il y a eu un message là, qui a été amplifié depuis quelque temps sur la prise en charge de ces patients âgés en ambulatoire. Et ce message correspond à un virage très important. Nous avons tous été éduqués avec cette notion qu'il n'était pas conseillé de prendre en charge ces patients dans le cadre de l'ambulatoire. Et puis après, il y a eu une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'était de se dire, eh bien finalement, on peut le faire, ça semble marcher. Et on en est maintenant, vous l'avez vu, à une troisième étape qui est de dire, non seulement il faut le faire, mais on peut le faire, mais il faut le faire, c'est bénéfique pour le patient. Et on l'a vu à différents points de vue, que ce soit pour ces problèmes de confusion post-opératoire, et Dieu sait si dans cette population-là, c'est quelque chose de très très important. Alors pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là d'abord parce qu'il y a eu des progrès considérables réalisés dans les techniques chirurgicales, et vous en avez tous été des pourvoyeurs. La chirurgie, elle est moins invasive qu'elle n'était. On a entendu parler tout à l'heure de voies d'abord mini-invasives, de chirurgie de durée bien inférieure à ce que c'était il y a quelques années ou quelques décennies.
C'est devenu possible également par les progrès de l'anesthésie. Nicolas vous en a parlé. Progrès de l'anesthésie dans 2 domaines. D'abord dans la compréhension de la physiopathologie, dans la compréhension de comment notre acte d'anesthésie va avoir le moins de répercussions possibles sur l'état général du patient. Et puis, il faut bien le dire également, progrès réalisé grâce à l'industrie pharmaceutique qui nous a mis à disposition des produits dont l'élimination est beaucoup mieux contrôlée, dont les effets secondaires sont bien moindres. Et puis le 3e volet qui nous permet de faire cela actuellement, c'est l'analgésie. Ça a été un peu un maître mot depuis le début de cette réunion. L'analgésie avec des avancées extrêmement importantes, notamment ce qu'on a dit pour la loco-régionale qui ne correspond, qui a eu également une évolution très importante, loco-régionale qui a suivi l'évolution, je dirais, de la chirurgie vers ce côté mini-invasive, avec des techniques qui ont été abordées tout à l'heure, telles que les techniques d'infiltration, l'idée étant de procurer une bonne analgésie au patient en entravant le moins possible sa réhabilitation, sa convalescence, mais en étant suffisamment efficace pour non seulement ne plus avoir de douleur, mais surtout, et c'est un leitmotiv en ambulatoire, permettre de ne plus prescrire de morphinique. Et ça, c'est quelque chose, c'est une véritable révolution. Ça ne s'applique pas que à l'orthopédie, bien sûr. Actuellement, toutes les disciplines, tous les actes chirurgicaux peuvent et doivent bénéficier d'analgésie loco-régionale. Alors, si j'avais une question à poser à Nicolas Dufeu, ce serait de dire, mais finalement, est-ce qu'il reste encore, quelle est encore la limite ? La limite, elle a été repoussée. Quelle est encore la limite dans cette prise en charge des personnes âgées en ambulatoire ? Je crois que vraiment la limite, c'est le degré de... le truc fondamental, c'est le respect des consignes qui vont être données en post-opératoire par les équipes chirurgicales et anesthésiques. Ça, c'est fondamental. Et donc, si on n'a pas... C'est ça la limite. Et donc, c'est trouver la bonne personne qui connaît le patient, le sujet âgé, a fortiori très âgé. Il va y avoir, comme je vous l'ai montré, de plus en plus de sujets âgés. Que ce soit la bonne personne qui connaisse bien ce patient, qui va pouvoir recueillir l'information, l'assimiler et être cette personne accompagnante. On a parlé des infirmières, mais un accompagnant qui connaît bien la personne avec qui elle est, soit à domicile, soit en institution. C'est ça la limite, c'est que les consignes soient respectées. Parce qu'après, comme tu l'as très bien dit, ça va dépendre des avancées chirurgicales et des techniques mini-invasives. On n'a pas parlé de saignement tout à l'heure, mais je pense là aussi des techniques qui permettent, je pense à la chirurgie de genou, je pense sans garrot, qui fait qu'éventuellement on peut faire l'hémostase péropératoire. Mais donc on a des avancées en permanence sur le plan chirurgical et des avancées sur le plan anesthésique dont tu viens de parler. Et là, dans les tuyaux, depuis maintenant 1 an, on a l'utilisation des anesthésiques locaux à libération prolongée, comme en endocrinologie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre sur une cicatrice un anesthésique local qui va durer jusqu'à 72 heures. Donc vous imaginez le confort que ça va procurer. Donc vraiment, si j'avais un message à passer, c'est sujet âgé égale qualité de l'accompagnement, c'est-à-dire qualité de la compréhension et de l'exécution de l'information obligatoire, de toute façon, qu'on doit donner à chaque patient. Merci Nicolas, merci Marc. Il y a quand même la place pour 1 ou 2 questions, si vous en aviez, mais enfin je crois qu'on a... Bernard, Monsieur Lenoir, pardon. L'importance. Non, juste une question. Ce qui me préoccupe, moi, pour ces malades âgés ambulatoires, c'est l'ambulatoire une fois chez eux. Parce que souvent, ce sont les malades qui restent au fauteuil. Alors, et ça, c'est un vrai problème. Alors, enfin, j'ai vu ça dans la chirurgie classique, pas dans la chirurgie mini-invasive. Mais je crois que c'est un vrai problème. Alors, je crois que justement, ça fait partie de cette évaluation. C'est-à-dire, on ne fait bien qu'on fait en hospitalisation classique. Et quand on voit qu'un certain nombre de patients qui, finalement, sont pas dans leur fauteuil le soir même, quel que soit leur âge et quel type de chirurgie, mais qu'est-ce qu'ils font encore dans un fauteuil ? C'est ces patients-là qu'il faut mettre en ambulatoire. Et effectivement, une des clés du succès, j'avais un temps relativement limité, mais c'est la stimulation. C'est-à-dire que si à domicile, ils ne sont pas déjà, de toute façon, ils sortent en ambulatoire, ils sortent déjà en position verticale. Mais par contre, il ne faut pas qu'ils se recouchent forcément, sauf que c'est l'heure de dormir. Mais sinon, ils quittent en ambulatoire, donc à pied. Donc déjà, cette notion, c'est mobilité précoce, ambulatoire précoce. Ils le sont puisqu'ils sortent à pied avec leur accompagnant. Et une fois à domicile, c'est cet accompagnant qui va être fondamental. Donc, encore une fois, je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est l'appel JPOC.
J+1 qui est fondamental. Donc, quand vous organisez une structure ambulatoire, vous avez obligatoirement, vous devez rappeler derrière le lendemain. Donc c'est ou la personne âgée qui peut répondre, mais audition, etc. Bon, ou la personne accompagnante. Et c'est là on évalue nos pratiques. C'est-à-dire si au bout de 3 procédures, on s'aperçoit que le patient est resté au lit, qui, comme vous l'avez très bien fait remarquer, c'est pas une bonne chose, on va abandonner cette prise en charge dans ce type de chirurgie parce que c'est pas ce qu'on cherche. Donc l'appel J+1, qui est la notion d'évaluation de nos pratiques professionnelles, le lendemain est fondamental pour corriger le tir justement. Merci, on est obligé d'arrêter la discussion pour des raisons de temps et d'horaire. Voilà pour le patient.